Je n'ai jamais aspiré à leur approbation. Du moins, c'est ce que je me disais. Alors que je me tenais dans mon bureau privé, surplombant le panorama de Paris, le léger bourdonnement de la ville filtrant à travers les parois vitrées. Un email a vibré sur mon écran. Il venait de ma petite sœur. Papa a perdu son emploi. Les frais médicaux de maman nous noient. Je sais que tu as tes propres dépenses, mais si tu pouvais aider un peu. Un rire m'a échappé, bref et sans joie. S'il savait seulement. 12 ans plus tôt, alors que je n'avais que 16 ans, j'étais debout dans le salon exigu de notre maison de ville à Toulouse, dans le sud-ouest. Ma lettre d'acceptation pour les Beaux-Arts de Paris y trônait sur la table basse et le visage de mon père était assombri d'une colère noire. Ce n'est pas une vraie carrière, Nadia. Il agitait la lettre comme si elle était contagieuse. Tu vas gâcher ta vie à courir après des chimères. Grandis un peu. Ma mère planait près de la fenêtre, silencieuse et effacée. Elle prenait rarement la parole quand il explosait, se repliant plutôt sur elle-même, me laissant seul affronter la tempête. J'ai une bourse partielle, murmurai-je. Et j'ai économisé grâce au tutorat et au petit boulot d'été. C'est suffisant. Non, tu vas faire des études d'ingénieur comme ta sœur. Fin de la discussion. Mais pour la première fois, ce ne l'était pas. Non. Ce seul mot a fissuré quelque chose en nous deux. Son visage devint rouge, ses poings serrés le long de son corps. Alors, dégage. Tu te crois si indépendante? Prouve-le. Mais ne reviens pas en rampant. Cette nuit-là, j'ai entassé des vêtements d'occasion dans un vieux sac de sport. Ma sœur, Marie, se tenait dans le couloir, les yeux écarquillés. Tu es sérieuse? Je dois l'être. Je ne peux pas continuer à vivre une vie qui n'est pas la mienne. Alors que je fermais mon sac, maman est entrée discrètement. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle ne le faisait jamais, mais elle a glissé un petit objet dans ma paume. Une pochette en velours délavé. Ta tante Sophie voulait que tu aies ceci quand le moment serait venu. Je pense que ce moment, c'est maintenant. À l'intérieur se trouvait un délicat pendentif en argent et une minuscule note pliée, scotchée à une petite clé en laiton. Un coffre-fort de dépôt. J'ai lu la lettre plus tard cette nuit-là, blotti dans un motel miteux près de Lyon. Nadia, si tu lis ceci, tu as fait le premier pas pour devenir celle que tu es née pour être. Je suis déjà fier de toi. Et à cet instant, j'ai su que je ne reviendrai jamais. Pas pour mendier, pas pour me justifier, seulement pour construire. J'ai toujours su que tu le ferais. C'était la première ligne de la seconde lettre de tante Sophie. La clé ouvre le coffre 132 à la Banque régionale du Sud-Ouest. Ouvre-le quand tu seras prête. À l'intérieur, tu trouveras ce dont tu as besoin pour commencer. Et souviens-toi, le véritable art ne consiste pas seulement à créer de la beauté. Il s'agit de trouver de la valeur là où les autres ne voient rien. Avec tout mon amour, tante Sophie. Le lendemain matin, je suis entré dans la Banque régionale du Sud-Ouest, mes doigts tremblants en tendant ma pièce d'identité. Le coffre-fort n'était pas grand, mais ce qui s'y trouvait semblait d'une immensité impossible, quelques pièces de joaillerie anciennes, des liasses de documents soigneusement reliés, et une lettre qui m'était adressée dans l'écriture cursive de Sophie. La note a révélé un secret. Tante Sophie n'avait pas été qu'une amatrice collectionnant de jolis bibelots. Elle avait été une sérieuse antiquaire dans les années 1940, construisant discrètement un héritage caché. Les pièces d'argent n'étaient pas de simples souvenirs bon marché. C'étaient de véritables créations art nouveau et début art déco, rares et exquises, et elles avaient été transmises avec soin de génération silencieuse en génération silencieuse. Apporte-les à Monsieur Dubois chez Antiquités de la rive droite. Il en connaîtra la vraie valeur. Mes genoux ont failli me lâcher lorsque Monsieur Dubois a terminé son expertise. Les pièces du coffre étaient estimées à plus de 430 000 €. Mais ce chiffre n'était pas l'élément le plus transformateur. Monsieur Dubois a penché la tête et m'a étudié. Tu as le sens du détail que la plupart des gens ne développent jamais. As-tu déjà pensé à apprendre le métier? Ce fut l'étincelle. Monsieur Dubois m'a pris sous son aile, m'enseignant tout, comment authentifier les métaux et les pierres, comment lire les documents de provenance, comment négocier à voix basse lors des enchères, et comment repérer les trésors cachés dans les ventes de succession poussiéreuses. J'étais accro. À 19 ans, j'avais lancé une petite boutique en ligne de bijoux vintage. À 23 ans,
j'avais ouvert ma première boutique physique dans le quartier de la Croix-Rousse. Maintenant, à 26 ans, je possède une chaîne de galeries d'antiquités privées à travers le Sud-Ouest avec une valeur nette personnelle de plus de 14 600 000 €. Et pas un seul titre de presse n'a imprimé mon nom. Ma famille croyait toujours que je faisais des petits boulots dans le commerce ou que je louais un minuscule studio quelque part à Limoges. Je préférais que ce soit ainsi, profil bas, croissance tranquille, jusqu'à cet email de Marie. Papa a perdu son travail. Maman est noyée sous les factures d'hôpital. Pourrais-tu aider ne serait-ce qu'un peu? J'ai fixé le message puis j'ai décroché mon téléphone. Salut, Marie, amène maman et papa à mon bureau demain. Ton bureau? Comme la friperie où tu aidais avant. Non, mon vrai bureau. La tour Montparnasse. Je t'envoie l'adresse par SMS. Marie-Harry, incertaine. On verra. La tour Montparnasse. Tu ne peux pas juste entrer là-bas en faisant semblant. J'ai souri, jetant un coup d'œil aux vues imprenables sur la ville par mes fenêtres. J'ai racheté la tour Montparnasse au printemps dernier. Fais-moi confiance, Marie, ils me laisseront entrer. Soyez juste là. 9 heures. Et demande à maman et papa d'apporter chaque feuille de leur dossier de prêt immobilier. Absolument facile. Le lendemain matin, je me tenais près de la fenêtre de mon bureau, au dernier étage de la tour Montparnasse, regardant le vieux SUV bleu de ma famille s'engager dans l'entrée privée en contrebas. Même à 30 étages de hauteur, je sentais l'incertitude dans leurs mouvements lorsqu'un agent de sécurité en uniforme s'est approché, les guidant au-delà du hall principal vers l'ascenseur exécutif réservé à une poignée de personnes. Un léger carillon de l'interphone a rompu ma concentration. Mademoiselle Russo, votre famille est arrivée, a dit mon assistante. Faites-les entrer, ai-je répondu, ma voix calme tandis que je me détournais de la fenêtre pour faire face à la porte. Au moment où ils ont franchi le seuil, j'ai vu le choc se propager à travers eux. Papa s'est figé au centre du bureau épuré, ses yeux balayant les parquets en noyer poli et les baies vitrées encadrant un panorama parisien baigné de soleil. Maman s'est agrippée au chambranle de la porte, son regard balayant l'espace dans un silence stupéfait. Marie se tenait raide derrière eux, clignant rapidement des yeux comme pour effacer la scène par pure force de volonté. Ils étaient venus s'attendre à une boutique de consignation exiguë. Un espace de coworking au mieux. Pas un bureau de galerie avec un haut plafond hybride orné de sculptures art nouveau rares et de vitrines présentant de l'argenterie ancienne et des pierres précieuses. Pas un bureau en palissandre conçu sur mesure, autrefois pièce d'un domaine Rockefeller. Et certainement pas cette vue panoramique sur Paris s'étalant sous moi comme un triomphe discret. Nadia, murmura maman, la voix tremblante. Qu'est-ce que tout cela? Je lui ai offert un sourire doux. Ceci est mon bureau. Bienvenue chez Russo Beaux-Arts et Antiquités. L'expression de mon père s'est assombrie, passant de la confusion à l'indignation puis à la rage en quelques secondes. Non, aboya-t-il, pointant un doigt dans ma direction. Tu travailles dans le commerce. Tu vis dans un petit appartement. Il ricana. Je t'ai vu poster des photos de dîner bon marché et de laveries automatiques. Je me suis rapproché d'une vitrine et j'ai tapoté légèrement la surface, indiquant une délicate broche art déco que j'avais achetée pour seulement 700 €. En fait, je suis la PDG et la fondatrice du plus grand cabinet de courtage d'antiquités privées de la côte ouest. Ces publications, c'était de la fiction soigneusement mise en scène. La bouche de Marie s'est ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. La tour Montparnasse, balbutia-t-elle enfin. M'appartient, ai-je terminé doucement. Techniquement, la propriété était au nom de l'entreprise, mais comme je possédais l'entreprise, elle était mienne tout de même. C'est là que papa a explosé. Tu nous as caché ça. Tu es de la famille. Secrètement? Quoi? Quoi? Je l'ai interrompu. Secrètement en train de réussir. De construire quelque chose de réel. De vous prouver que vous aviez tort. Je suis retourné à mon bureau, me suis assise, et j'ai fait un signe de tête vers le dossier serré dans sa main. Maintenant, parlons de votre prêt immobilier. Un lourd silence a rempli la pièce. La colère de papa s'est évaporée dans un calme stupéfait. Maman a tendu la main, ses doigts effleurant le bord poli de mon bureau, cherchant la preuve que ce n'était pas un rêve impossible. Et si vous pensez que cette conversation était intense, attendez d'entendre ce que je leur ai dit ensuite. Restez à l'écoute.
Il y a plus à découvrir sur la façon dont j'ai transformé le silence en pouvoir. Marie se tenait juste là, les lèvres entr'ouvertes, fixant la sculpture originale de Shaoli qui scintillait à côté de ma station à expresso. J'ai ouvert mon ordinateur portable, cliqué sur mon tableau de bord professionnel, et lentement, j'ai fait pivoter l'écran vers eux. Puisque nous sommes honnêtes maintenant, voici mon solde actuel. 14 236 542 €. Maman a poussé un cri aigu, sa main sur sa poitrine. Les doigts de papa se sont blanchis autour de l'accoudoir du fauteuil en cuir élégant. Marie a laissé tomber le dossier qu'elle tenait comme une bouée de sauvetage. Le même portefeuille de luxe en cuir qu'elle avait fièrement montré à Noël dernier après sa promotion. Ceci, ai-je dit calmement, faisant glisser un dossier épais sur le bureau, est la raison pour laquelle vous êtes ici. Vous avez 3 mois de retard sur votre prêt immobilier. La procédure de saisie a commencé. Marie a cligné rapidement des yeux. Comment? Comment sais-tu ça? Je n'ai pas bronché. Je détiens une participation majoritaire dans la Caisse régionale de crédit, votre prêteur hypothécaire. Je sais tout. J'ai tourné mon regard vers papa. Vos transactions à haut risque, les factures médicales de maman, puis vers Marie et votre projet de revente de condo à la Croix-Rousse, complètement sous l'eau. Pendant un moment, la pièce fut d'un silence douloureux, à l'exception du léger bourdonnement de la ville au dehors. Finalement, la voix de papa s'est extirpée avec difficulté. Tu savais que nous étions en train de nous noyer et tu n'as rien dit. Nous sommes ta famille, Nadia. Je me suis levé lentement, posant mes 2 paumes fermement sur la surface froide de mon bureau en palissandre. Vous vous souvenez de la nuit où vous m'avez dit de partir? Ne revenez pas en rampant quand vous échouerez. Ce sont vos mots. Nous essayons de te protéger, protesta papa, les yeux plissés de manière défensive. Non, dis-je, ma voix calme mais implacable. Vous essayez de me contrôler. Ce n'est pas la même chose. J'ai marché vers la vaste fenêtre, le panorama parisien éclatant de soleil, la tour Eiffel visible au loin, symbole de l'empire que j'avais bâti en secret au cours de la dernière décennie. 10 ans, ai-je continué doucement. Aucune aide, aucune foi, juste moi, mes instincts, et la clé que tante Sophie m'a donnée. Les yeux de maman se sont redressés, la confusion écrite sur son visage. Sophie, qu'est-ce qu'elle t'a donné? La foi, ai-je dit en me retournant vers eux. Elle a cru en moi quand aucun de vous ne l'a fait. Elle savait que je construirais quelque chose de vrai. J'ai laissé mon regard balayer leur visage stupéfait. Chaque fête, vous vous moquiez de moi. Toujours en train de jouer avec des antiquités. Nadia, viens travailler comme assistante de Marie. Nadia. Marie a baissé les yeux sur le sol. Mais maintenant, ai-je continué, la voix basse et ferme, maintenant que vous avez vu mon solde bancaire, je vaux soudainement votre temps. Je suis soudainement de la famille. Mon père s'est redressé, adoptant son ton d'homme d'affaires. Nous pourrons parler de tout ça plus tard. Maintenant, il faut s'arrêter là. J'ai coupé, levant la main, ma voix froide comme l'acier. Avant de dire quoi que ce soit d'autre, laissez-moi vous montrer quelque chose. J'ai appuyé sur un bouton discret de mon bureau. Derrière moi, l'énorme écran numérique intégré au mur s'est allumé. Une par une, des fenêtres de fichiers se sont épanouies sur l'affichage. Et ce que j'ai révélé ensuite a tout changé pour eux et pour moi. Si vous êtes aussi curieux qu'eux, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer le prochain chapitre sur la façon dont les secrets sont devenus mon plus grand pouvoir. Relevé bancaire, acte de propriété, défaut de paiement de prêt, dossier d'investissement. Ceci, dis-je avec assurance, balayant ma main vers l'écran lumineux, c'est tout. Chaque prêt, chaque dette, chaque mauvaise décision. Le montant exact pour effacer l'ardoise et stabiliser toute la situation est de 2 400 000 €. Les yeux de mon père ont vacillé d'une lueur que je n'avais pas vue depuis une décennie. De l'espoir. Les lèvres de Marie se sont entr'ouvertes, partagées entre l'incrédulité et le soulagement. Maman a tendu la main, effleurant légèrement le dos de ma main. Je me suis retiré doucement. J'avais mis cet argent de côté sur un compte de réserve pendant des années, ai-je continué. Chaque fois que les lettres de saisie arrivaient, chaque fois que les choses dégénéraient, j'observais, j'attendais. Attendant quoi, murmura Marie. Pour voir si l'un de vous changerait. Si vous prendriez vos responsabilités, mais vous ne l'avez jamais fait. Je me suis levé de ma chaise à nouveau,
laissant le silence s'étendre dans la pièce jusqu'à ce qu'il appuie contre les parois vitrées. Au lieu de cela, vous avez emprunté davantage, hypothéqué à nouveau la maison, blâmé la malchance. J'ai traversé la pièce et me suis affalé sur mon fauteuil de bureau, le soleil faisant scintiller la sculpture de Shaoli derrière moi. Voici ce qui va se passer, dis-je, mon ton sec. Je vais effacer toutes les dettes. Je vais sauver la maison, et je vais créer une fiducie pour vous assurer à tous une sécurité financière. Des voix éclatèrent en soulagement qui se chevauchaient. J'ai levé la main à nouveau, et la pièce est tombée dans le silence. Mais, dis-je fermement, il y a des conditions. L'air est devenu immobile. Premièrement, dis-je, croisant le regard de papa. Tu prends ta retraite. Plus d'action, plus de schémas de crypto-monnaie. Juste du repos. Tu l'as mérité, mais tu nous as coûté assez cher. Sa mâchoire se serra, ses yeux baissés. Deuxièmement, me suis-je tourné vers Marie. Tu dissous le projet de condo raté de la Croix-Rousse. Puis tu t'inscriras au programme de musicothérapie dont tu rêvais avant que l'immobilier ne t'avale. Les yeux de Marie s'écarquillèrent, une seule larme s'échappa. Elle n'avait pas parlé de ce rêve depuis des années. Troisièmement, dis-je doucement à maman. Tu ouvres enfin la librairie près du parc des Buttes-Chaumont. Je la financerai. Maman haleta, les yeux brillants. Ce rêve avait été mis de côté 30 ans plus tôt pour soutenir les ambitions de papa. Et enfin, dis-je, les regardant chacun, nous irons en thérapie ensemble chaque semaine, parce que cela ne concerne plus seulement l'argent. Papa inspira brusquement, prêt à protester, mais maman posa une main douce sur son bras. Tout, dit-elle doucement. J'ai hoché la tête une fois et j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Jasmine, faites entrer les contrats. Ces documents officialisent tout, dis-je en faisant glisser les dossiers épais sur mon bureau. Prenez-les à la maison. Lisez chaque ligne. Ils hochèrent la tête, toujours secoués. Les mains de papa tremblaient alors qu'il tenait les documents comme s'ils pouvaient disparaître. Alors qu'il se tournait pour partir, je parlais une dernière fois, voix douce mais inébranlable. Et papa, cette chose que tu as dite il y a 10 ans à propos de moi qui t'appellerait en cas d'échec. Il se retourna, son visage mêlé de culpabilité, de fierté et de regret. Je n'ai jamais échoué, dis-je silencieusement. J'ai juste réussi sans toi. Ils partirent sans un mot de plus, le silence les suivant comme une ombre. Je me tenais à la fenêtre regardant leur SUV s'insérer dans le trafic parisien. Quelques instants plus tard, Jasmine entra et posa une tasse de tisane à la camomille sur mon bureau. « Tu vas bien » demanda-t-elle doucement. Je fis une pause, pensant à ces nuits solitaires passées à travailler jusqu'à l'aube, aux fêtes vides, au moment où je doutais de tout. Puis j'ai pensé à cette paix, cette clarté. Oui, dis-je finalement, un petit sourire étirant mes lèvres. Je crois que finalement, oui. Le lendemain matin, ils revinrent avec les documents signés, des sourires hésitants, et le poids d'un avenir différent pesant entre nous. Cela n'a pas tout changé du jour au lendemain. Des années de silence et de blessures ne disparaissent pas avec une signature, mais c'était un début. Papa, vraiment retraité cette fois, s'est excusé un matin tranquille autour d'un café. Je n'ai pas pleuré, mais ces mots ont fissuré quelque chose. Maman a ouvert la librairie, le Merle Bleu, dans le quartier de Montmartre, un endroit douillet entre un disquaire et un salon de thé. Les habitants adorent ça. Elle aussi. Marie a dissous le projet de condo et s'est inscrite en musicothérapie. Maintenant, elle enseigne dans un centre communautaire à Belleville. Son rire ne semble plus forcé. Quant à moi, j'ai continué à construire, mais plus en cachette. Fini de me faire petite pour que les autres se sentent plus grands. Parce que le vrai pouvoir, c'est de prouver aux gens qu'ils ont tort. C'est de se prouver à soi-même qu'on a raison. Sur mon bureau trône la vieille boîte à bijoux de tante Sophie. À l'intérieur se trouve la seule pièce que je n'ai jamais vendue, un simple médaillon en or, sa photo glissée à l'intérieur. Les jours difficiles, je l'ouvre et je relis sa note. Le véritable art ne consiste pas seulement à créer de la beauté. Il s'agit de reconnaître la valeur là où les autres ne voient rien. Elle avait raison. Et le trésor le plus rare que j'ai jamais découvert fut ma propre valeur. Si mon histoire vous touche, laissez un commentaire ci-dessous. Parlez-moi de vos moments de révélation. Partagez si vous avez dû un jour vous éloigner de ceux qui ne croyaient pas en vous, ou si vous êtes toujours à la recherche de votre voie.
Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est pour tous ceux qui ont été sous-estimés, écartés ou tranquillement mis de côté. Connectons-nous. Construisons une communauté pour les bâtisseurs, les rêveurs, les moutons noirs devenus visionnaires. Je ne partage pas ceci pour la pitié ou les éloges. Je le partage parce qu'on nous dit souvent de nous faire petits pour le confort des autres, parce que l'ambition est qualifiée de désobéissance au lieu de croissance. Mon conseil, n'attendez pas la permission pour devenir celle que vous êtes destiné à être. Choisissez vous-même lorsque personne d'autre ne le fait. Pour ceux qui sont encore dans le combat, continuez. La solitude ne durera pas éternellement. Votre travail compte. Vous comptez. Un jour, lorsque ceux qui doutaient verront enfin ce que vous avez construit, vous n'aurez plus besoin de leur approbation. Vous aurez déjà la vôtre. Si vous êtes prêt à soutenir des histoires comme la mienne et celle d'autres personnes qui ont transformé la douleur en pouvoir, cliquez sur le bouton s'abonner. Continuons à raconter des histoires qui comptent. Et si vous couvez des rêves que vous n'avez pas encore exprimés à voix haute, que ce soit votre signe. Vous n'avez pas besoin de leur approbation.